Le 11 octobre 1935 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Le Mouchard, The Informer, texte intégral. Il est devenu bien difficile de savoir quelle part revient à un metteur en scène dans les films d'Hollywood où de plus en plus les besognes sont réparties entre différentes équipes. Nous louons bénévolement un Bordzage, un Mervyn Leroy, d'un montage musclé et entraînant. En réalité, ils n'y ont pas donné un seul coup de ciseau. Quelquefois, ils n'ont même pas jeté un coup d'œil sur le travail du spécialiste, triant, classant et coordonnant la pellicule d'après les indications d'un troisième larron, l'homme du découpage, celui qui établit sur le papier la succession des scènes, des tableaux, des plans et des enchaînés, lequel opère lui-même d'après le schéma du scénariste qui le plus souvent n'a fait qu'adapter le livre d'un romancier. Encore faut-il entendre que souvent le scénariste ou le monteur se dédouble, se triple, se décuple jusqu'à former de véritables petits ateliers. Dans ces conditions, on estime plus prudent et plus logique de nommer le moins souvent possible l'auteur, sauf certains cas, celui de King Vidor, qui imprègne manifestement de ses idées justes ou niaises les moindres fragments d'un ouvrage comme Le Pain quotidien, ou le cas de John Ford, qui nous occupe aujourd'hui. Je ne sais à peu près rien de lui, sinon que 3 des meilleurs films de l'année ont porté sa signature. Toute la ville en parle, La Patrouille perdue, et cet automne, Le Mouchard. 3 films bien différents par leur esprit. Une fantaisie tragique comique à propos d'un gangster et d'un bon employé de banque, un lugubre épisode de guerre coloniale, un drame sordide des bas-fonds de Dublin. Mais tous 3, du même tour énergique et souple, d'une exemplaire concision qui n'a rien à voir avec certaines cavalcades policières dans le goût de Car 99, il ne peut s'agir là d'un coup du hasard. On ignore quelle est exactement la part matérielle, manuelle si l'on préfère, de l'auteur dans ses réussites. Mais ce John Ford a certainement un tempérament de chef, imposant à son équipe une ferme et toujours judicieuse volonté. Le Mouchard est un sujet violent, le 20e au moins qui cette année ait franchi l'Atlantique, mais il a l'avantage de nous faire quitter les bandes de gangsters dont nous connaissons vraiment les moindres manies et les rivalités les plus embrouillées, pour nous emmener en Irlande, chez les Sinn Féiners, vers 1920, alors que ce clan traversait les aventars les plus mouvementés. Nous n'avons pas lieu de suspecter les nombreux détails que l'on nous donne sur ces révolutionnaires, puisque les Américains ont puisé tous ces renseignements chez un romancier irlandais, Liam O'Flaherty. Les Sinn Féiners de Dublin ont exclu un de leurs hommes de main, un dénommé Jippo Nolan, un colosse qu'ils avaient chargé d'exécuter un policier et qui n'a pas trouvé le lugubre courage d'accomplir sa mission. Ce trait pourrait annoncer une tête chaude, un idéologue dont les convictions ne sont pas assez vigoureuses pour étouffer un fond de sensibilité. Mais ce Jippo, en réalité, est un taureau au cœur de lapin, une brute dont les épaules sont aussi larges que son crâne est étroit. Il est lâche et borné. Abandonné de ses compagnons, Jippo est incapable de quelque travail. Il prostitue une malheureuse fille. À son corps défendant, toutefois, Jippo n'a guère conscience que de sa force, mais elle lui donne une espèce d'amour-propre. Une honte physique de vivre au crochet d'une frêle femme qui lui est, au surplus, douloureusement attachée. Jippo cherche donc de l'argent. Son rêve serait de passer en Amérique. Il tombe sur une affiche. La police anglaise promet 20 livres à qui lui ramènera mort ou vivant le Sinn Féin McPhilip, qui lui n'a pas hésité à tuer un agent. McPhilip, c'est un vieux camarade de Jippo. Justement, le réprouvé a profité d'une nuit de brume pour venir embrasser sa mère à Dublin, couché quelques heures dans un lit. Jippo le rencontre par hasard. McPhilip, confiant, lui dit ses projets, son adresse pour ce soir. Il trinque, mais visiblement Jippo est assailli par de terribles tentations. Le voilà en effet devant le poste de police. Il bredouille quelques mots. Une demi-heure plus tard, un coup de téléphone. McPhilip vient d'être massacré sous les yeux de sa mère et de sa sœur. Un inspecteur, du bout de sa canne, pousse vers Jippo le prix de ce sang.
Jippo est sur le trottoir, hébété avec ses 20 livres. Il pourrait fuir, courir au moins chez sa compagne, lui confier ses billets, ébaucher un projet. Mais il vacille au milieu des désirs et des remords qui l'assaillent. Il ne sait qu'entrer dans un bar, vider presque d'un trait pour se réconforter et s'éclairer la cervelle, une bouteille de whisky. Dès lors, il n'est plus qu'un géant dérisoire, pourchassant les fantômes de l'alcool dans la nuit hostile. Il est hanté par le cadavre de McPhilip. Il faut qu'il le voie, qu'il entre dans la maison mortuaire. Son incohérence paraît suspecte aux Sinn Féiners qui veillent le corps. Est-ce lui le traître ? On l'interroge. Il accuse au hasard un vieux tailleur du voisinage. Soit. Il s'expliquera dans quelques heures devant le conseil de guerre qui va se réunir, car les Sinn Féiners ne veulent même pas attendre le jour pour démasquer et supprimer le mouchard. En attendant, il peut aller, mais 2 lieutenants du chef le filent de loin. De plus en plus ivre, Jippo se jette dans une ribote frénétique. Il a bientôt à ses trousses et à son compte 100 gueux qui font une débauche de pommes de terre frites et de gin. Il va mener chez les filles un burlesque sabbat, pendant que les Sinn Féiners comptent, livre par livre, les pièces et les billets qu'il extirpe à poignées de son veston en loques. À 3 heures du matin, enfin, les lieutenants l'empoignent, le traînent dans une cave devant le conseil. Le tailleur est là. Pauvre diable, aigrotant et dévot, qui n'a aucune peine à se disculper. Jippo, pressé de questions, s'enferre et bafouille aussitôt. Il est condamné. Pendant qu'on désigne son exécuteur dans un effort herculéen, il brise une planche, s'évade. Il rencontre une patrouille anglaise. D'un mot, il pourrait l'arrêter, livrer tout le clan, se sauver, mais il n'en est plus capable. Il est rejoint par les Sinn Féiners, abattu après un rapide et terrible combat. Ce film pourrait n'être, et il ne serait, dans 20 autres mains, qu'une tranche de naturalisme servie toute crue, et qui nous paraîtrait alors assez inutile, assez morne, sinon répugnante. Si le mouchard est beau, s'il est empoignant, c'est parce que l'auteur domine impérieusement son sujet. Tout ici est à la fois profondément ressenti et très volontaire. John Ford a imposé à ce sombre et sordide fait divers une forme extraordinairement concentrée, auprès de laquelle beaucoup de films, dont nous avons applaudi l'animation si bien rythmée, apparaissent comme des morceaux de bravoure un peu creux. Ici, pas d'exposition, pas de description. L'unité classique de temps et de lieu, dont on paraît même avoir sollicité à dessein la contrainte, la mise en place, le groupement des figures sur l'écran, tout est magnifique. Il n'est pas une attitude, pas un plan qui soit laissé au hasard, et cependant, point d'esthétisme, tout est naturel. Mais le film prend une force plastique que l'on n'attendait guère des Américains, qui tranche sur le pittoresque très vivant, mais dispersé, habituel à Hollywood. Je ne vois à reprendre que quelques surimpressions, expédients toujours médiocres et bien inutiles, dans ce récit admirablement mené. John Ford, par quelques détails, a créé autour de ses personnages une atmosphère nocturne et crapuleuse aussi saisissante que celle qui fit la fortune des anciens films allemands, Asphalt, La tragédie de la rue, sans tomber dans leur basse complaisance, leur réalisme systématique. Ruelle de Dublin, pavé visqueux, bar misérable, somnolent ou plein d'un lourd vacarme, sous une lampe clignotante, ces tableaux nordiques, saturés de bruines amères, ne seront pas oubliés de sitôt. Il suffit de citer le nom de Victor McLaglen pour que l'on imagine aussitôt quel relief il a pu donner au gigantesque et lamentable Jippo. Le nom de McLaglen s'estompait. Le matelot ingénu, hilar et terriblement batailleur, d'une fille dans chaque port, victime peut-être de la versatilité d'Hollywood, n'apparaissait guère de temps à autre que dans les films de troisième choix. La patrouille perdue et le mouchard lui rendent sa première place. Un de ses rivaux, Paul Muni, avait rajeuni, renouvelé dans Scarface et l'Évadé ses rôles tout en muscles, en violents réflexes dont les Américains n'ont jamais cessé de raffoler. Depuis, malheureusement, le sang juif de Muni a fermenté. Il a accepté, et peut-être réclamé, de conduire en vociférant et grimaçant des mélodrames sociaux, comme disent les affiches.
McLaglen, lui, continue à incarner des êtres primitifs tout d'une pièce. La quarantaine, sans entamer sa débordante vitalité, a mûri sa sève. Le formidable luron, que nous avons tous connu naguère, épanoui et turbulent sous les uniformes de la flotte ou de l'infanterie de la marine américaine, atteint au pathétique insoupçonnable chez lui du pauvre sergent de la patrouille perdue et surtout de ce Jippo traqué du mouchard. C'est une sorte de monstre, mais infiniment plausible, à l'encontre de tous les Frankenstein, hommes gorilles ou robots sadiques forgés dans le grand guignol d'Hollywood. Faut pas croire d'ailleurs que McLaglen emploie uniquement des moyens brutaux. Son jeu représente même le plus souvent la pénible gestation d'une pensée sommaire et débile, cherchant à se faire jour à travers cette tête obtuse, à travers le brouillard de la saoulerie et la panique de la bête forcée. Il est à peine besoin de dire que tous les partenaires de McLaglen sont de la plus saisissante vérité. C'est devenu une règle dans les films de cette sorte. Je voudrais au moins citer l'un des justiciers du Sinn Féin, le lieutenant en manteau de cuir qui abattra Jippo. Fanatique, glacial, l'une des figures les plus farouches dans son impassibilité que l'on ait vue à l'écran. La scène de la maison mortuaire est extraordinaire, avec sous les cierges ces visages implacables des partisans et l'entrée titubante de Jippo parmi ce silence chargé de vengeance et de deuil. Cependant, je ne peux pas dissimuler qu'auprès de ces âpres beautés, les Américains ont toléré une tâche ridicule, un épilogue dont j'ai préféré ne rien dire jusqu'ici, car Jippo ne meurt pas sur le coup, et c'est dommage. Que le trépas de chien bien mérité par sa vilainie s'éclaire d'une lueur de repentir, soit, une indication d'une seconde suffisait, comme tout au cours de ce film si intelligent. Mais la sensiblerie anglo-saxonne entend que nous soyons tout à fait rassurés sur le destin métaphysique de Jippo, qui franchement ne méritait pas cette sollicitude. On lui octroie une agonie théâtrale. Il se relève, se traîne à l'église, il tourne vers la mère de sa victime une face de martyr et implore son pardon. Tout cela est fade et forcé, mais par bonheur, si superflu qu'il suffit d'un coup de ciseau pour qu'un très beau film retrouve son véritable dénouement à l'instant précis où Jippo s'effondre sous les balles de l'homme au manteau de cuir.